C'est-à-dire? Maintenant. Bien. 820 814 814, non, ce n'est pas le numéro de téléphone d'Éléonore. 0820 Oui, d'ailleurs. mais j'oublie toujours le zéro, je ne sais pas pourquoi. C'est le numéro vert que Maison Pierre, constructeur de maisons individuelles donc en Île-de-France, a mis en place pour répondre à toutes vos questions sur le pass foncier, compte tenu bien sûr des nombreuses conditions et clauses pour y souscrire. Pour mémoire, le pass foncier, c'est une mesure mise en place par l'État en 2008 et son objectif, eh bien, c'est tout simplement de faciliter l'accession à la propriété de logements neufs par des ménages à faible revenu. Ce dispositif a un double intérêt. Il permet un achat en 2 temps, le logement d'abord et le terrain ensuite. Et il peut aussi se cumuler avec le prêt à taux zéro et avec le prêt d'accession sociale. Plusieurs critères, bien sûr, sont tout de même nécessaires pour bénéficier de cette aide. Être primo-accédant, faire de ce logement votre résidence principale, avoir des revenus inférieurs au plafond de ressources du prêt social, location, accession et être bénéficiaire d'une aide à l'accession sociale à la propriété. Alors pour tous ceux qui souhaitent quand même devenir propriétaires, sachez que cette subvention est attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales en fonction du lieu d'implantation du logement et son montant, puisque vous allez me poser la question, ne peut dépasser 50 000 € par logement suivant les zones d'habitation. Et on passe maintenant, Anaïs, à notre dossier enquête consacré aux 10 étapes clés d'une acquisition immobilière. Ah, il y en a 10. Effectivement, mais bon, c'est important de respecter toutes les étapes et je suis persuadée que ça intéressera beaucoup d'entre vous. C'est un dossier du courtier en ligne empruntis.com. Alors, quelles sont ces 10 étapes? La première, c'est la signature du compromis de vente. C'est un acte par lequel le vendeur s'engage à vous vendre un bien immobilier et vous à l'acheter. Vient ensuite la recherche de votre crédit. Il est recommandé d'en obtenir plusieurs, bien évidemment, pour pouvoir les comparer et faire un choix judicieux. Alors, une fois que votre proposition est choisie, il faut donc que vous montiez votre dossier, c'est-à-dire fournir certains éléments à votre banque, comme vos revenus, vos capacités d'épargne ou encore une stabilité professionnelle. Ensuite, on passe à l'accord de principe de la banque. À partir de cet instant, la banque s'accorde un délai plus ou moins long pour l'acceptation ou non de votre crédit. À la 5e place du classement, on passe à l'ouverture d'un compte auprès de la banque sélectionnée. Ça peut aider. Alors vient ensuite l'offre de prêt officielle. Il s'agit d'un document réglementé que la banque doit obligatoirement vous adresser. Il précise notamment toutes les caractéristiques de votre crédit. Le moment de réflexion, écoutez bien, on parle là du délai minimum de 10 jours dont vous disposez pour accepter ou encore refuser tout simplement une offre de crédit après réception de celle-ci. On passe ensuite à l'acceptation de l'offre de prêt. Au terme de ces 10 jours de réflexion, vous pouvez renvoyer l'offre de crédit à la banque signée avant la date d'expiration de validité de l'offre fixée par la banque. L'acte de vente, par la suite, c'est l'acte officiel constaté et enregistré par un notaire, absolument, par lequel l'acheteur devient définitivement propriétaire d'un bien. Il confirme ainsi le compromis de vente et ce document doit être rédigé par un notaire et signé en sa présence. Et enfin, j'ai envie de dire, le remboursement du prêt. 1 mois après la signature de l'acte de vente, vous rembourserez votre première mensualité. Elle est en partie constituée de remboursement de capital d'intérêt, il faut le savoir quand même. Vous avez envie de voyager, Anaïs, j'en suis sûre. J'adore. Tokyo, ça vous tente? Non. Caracas? Allez. Ah, c'est gentil, vous m'aidez parce que vous m'auriez dit non, j'aurais été un petit peu mal. Donc, on va vous parler de Tokyo et Caracas, deux capitales où l'immobilier est actuellement hors de prix. D'après le dernier baromètre d'ECA International, une entreprise spécialisée dans la mobilité internationale, Tokyo et Caracas occupent la première place des villes les plus chères au monde pour les expatriés. Et oui, que ce soit au Japon ou au Venezuela, une entreprise dépense environ 3 000 € par mois pour loger un expatrié dans un 3 pièces de 80 mètres carrés. Et pour louer la même surface d'habitation, mais en Europe, il faut compter autour de 1 000 €. La ville européenne qui caracole en tête des loyers les plus élevés, je vous le donne en 1000. Ah, je sens bien que c'est les Londoniens quand même. Et oui, Londres avec 1 902 € par mois. Et ensuite, on arrive à Paris avec 1 650 €, suivi d'Amsterdam avec 1 600 €. Et ensuite, une petite idée pour clôture? Non.
Non. Allez-y. Bah, Genève qui clôture la marche avec 1450 euros. Moi, j'ai envie de vous parler un petit peu de pluie et de beau temps. Est-ce que la De grisaille... beau temps plus que de pluie, non? De pluie, de pluie. Ouais. Est-ce que la grisaille des mauvais jours est partie? Les beaux jours sont pour bientôt, peut-être? Je ne sais pas. On continue donc avec la météo des prix. Dans l'ancien, les prix ont enregistré une très légère hausse quand même en février dernier, plus 0,6%. Précision tout de même que cette augmentation est principalement due à la révision du prix des appartements, plus 1,4%, alors que celle du prix des maisons est restée quand même assez stable, mais moins 0,2%. Qu'en est-il des prévisions pour les prochains mois? Du côté de la FNAIM, on prévoit une variation des prix comprise entre moins 3% et plus 3%. Et chez les économistes, la baisse des prix va se poursuivre dans l'ancien entre moins 3% et moins 5% attendus. Et les agents immobiliers, Ils alors? sont forts, les agents immobiliers. Ils sont confiants et optimistes, eux au moins, avec des chiffres compris entre moins 3% et plus 3%. Ça, c'était pour l'ancien. Maintenant, on va passer au neuf. Les demandes ne cessent d'augmenter, notamment grâce au plan d'aide de l'État. J'imagine. 26 200 logements ont été vendus au 4e trimestre 2009, soit plus 34% des biens sur un an entre 2008 et 2009. À eux seuls, les appartements comptabilisent une hausse de 36% contre seulement 21% pour les maisons. Voilà, c'était la fin de ce journal de la Web TV d'acheterlouer.fr en direct du Salon national de l'immobilier, vous l'avez bien compris. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans un peu moins d'une heure pour un autre point sur l'actualité immobilière. Et on a hâte de vous retrouver. À tout à l'heure.